Yo, c'est Noémie, bienvenue dans le nouvel épisode des vlogs du Buzzword. On est parti pour le mois de novembre avec ce nouvel épisode. Comme d'habitude, je vais lire 3 romans. Et sans plus attendre, je vous dévoile la thématique qui est Only. Il faut qu'il y ait le mot Only dans le titre. Donc, on va avoir un petit peu de diversité encore avec cet épisode, puisque le premier roman que je vais lire, c'est un polar, un thriller, que je vais lire en anglais. Pour l'instant, la version française n'est pas encore sortie. Je ne suis pas certaine que cet auteur ait été traduit. J'ai un petit doute, il faudra que je mène mes recherches. Et puis je vous dirai au fur et à mesure où on va avancer dans la vidéo ce que seront les autres titres. Un petit peu comme d'habitude, je ne vais pas trop vous en dire tout de suite. En tout cas, pour le premier roman avec le mot Only dans le titre, je vais lire The Only One Left de Riley Sager. C'est un polar et dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un personnage principal qui va être engagé pour s'occuper d'une très vieille dame dans une maison au bord d'une falaise peut-être. Et il se trouve que cette dame, il y a des années, a été accusée d'avoir assassiné toute sa famille. Donc elle est la dernière survivante, The Only One Left. Et on va mener un petit peu l'enquête, on va essayer de découvrir si cette personne a réellement assassiné sa famille ou pas. Je crois qu'il va y avoir une histoire de peut-être flashback. Je n'en sais pas plus. Riley Sager, c'est un auteur qui est très apprécié. Je me demande s'il n'a pas été dans les principaux nominés pour le Goodreads Choice Awards de 2023 avec son précédent roman. Celui-ci, je crois qu'il est sorti cette année ou peut-être déjà l'année dernière. Je ne sais plus maintenant. Est-ce que c'est marqué quelque part? Elle est où l'année? 2023. Donc c'est bien son roman, ça doit être celui-ci qui devait être nominé pour les Goodreads Choice Awards. Je ne sais plus si c'était en thriller, je crois que c'est Mystery Thriller la catégorie, mais je crois pas que c'est lui qui ait gagné. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a écrit pas mal de romans déjà, mais comme dit, je suis pas certaine qu'il les ait déjà été traduits en France. C'est un roman qui fait, dans sa version numérique, 322 pages. Je vous reprendrai du coup tous les tiers, comme d'habitude. Et je vais commencer ma lecture en version numérique puisque je n'ai pas trouvé de version audio pour ce roman. Donc, tant pis, c'est pas grave. Par contre, pour les 2 autres que je vais lire, je crois que j'ai la version audio sur Nextory. Seulement, je suis arrivée à échéance pour mon abonnement. J'ai écouté mon quota de 50 heures par mois. Oups. Et on est le 1er novembre et mon abonnement n'est renouvelé que le 10. Donc, je vais commencer par celui-ci puisque c'est le seul que je n'ai pas réussi à trouver en audio. Et puis voilà, on est parti pour 2 nouvelles aventures avec 2 nouvelles lectures pour un nouveau vlog, pour un nouveau mois. Et puis j'espère que je l'apprécierai. C'est pas un genre que j'ai l'habitude de lire, surtout en VO. Je vous reprendrai comme d'habitude quand j'aurai atteint le premier tiers pour vous dire un petit peu, peut-être pour vous en dire un petit peu plus sur l'histoire. Et puis comme d'habitude, vous dire ce que j'en pense. Hello, on est dimanche le 3 novembre et j'ai atteint hier soir les 33% de The Only One Left de Riley Sager. Alors, pour vous en dire un petit peu plus concernant l'histoire. Ça se déroule en 1983 et l'héroïne, j'ai pas pensé à relire le résumé, j'aurais peut-être dû. Tant pis, je vais essayer de vous la faire sans vous spoiler, en étant sûre de rien vous spoiler. Bref, l'héroïne travaille depuis 12 ans, elle a une trentaine d'années, 31 ans je crois. Elle travaille depuis 12 ans, oui ça serait possible, dans une agence de caretaker, de soins à domicile pour les personnes âgées ou malades, etc. Et là, les 6 derniers mois, elle a été mise à pied. Pour une raison que du coup je ne vais pas vous dévoiler, parce que je ne sais plus si c'était mentionné dans le résumé, ça va mieux, j'avais un cil dans l'œil. Et elle revient, après cette mise à pied, son patron n'a pas pu la virer, pour des raisons que je ne vous dévoilerai pas. Donc elle revient et son patron est quand même pas ravi de la voir revenir, il pensait que cette mise à pied allait la faire
partir. Seulement voilà, elle n'a pas vraiment le choix parce qu'elle est retournée vivre chez ses parents, elle n'a plus d'argent, donc bon, elle n'a pas le choix que de continuer ce boulot, même si elle n'est pas ravie. Et du coup, son patron va lui assigner une nouvelle cliente, une nouvelle patiente, en la personne de Lenora Hope. Et Lenora Hope, la seule chose que l'héroïne connaît sur cette femme, c'est que il y a 60 ans, 50 ans, 40 ans, je ne sais plus, elle a massacré toute sa famille. Donc, elle est the only one left, la seule à être encore en vie, la seule qui reste. Et donc, il y a une comptine que les enfants du village de la ville ont inventée. Et en gros, elle aurait poignardé son père, pris la vie de sa mère et pendu sa sœur avec une corde. Et donc, l'héroïne va se retrouver en charge de cette femme, Lenora Hope, qui vraisemblablement aurait massacré toute sa famille. Elle n'a jamais été reconnue coupable, on n'a jamais pu lui reprocher quoi que ce soit, mais tout le monde est persuadé que c'est effectivement elle qui les a tués. Faute de preuves, l'enquête n'a jamais abouti. Donc l'héroïne part dans cette maison qui se trouve au bord d'une falaise, falaise qui s'érode avec le temps et maison qui tangue légèrement parce que la falaise s'érode. Probablement que d'ici quelques années, voire un siècle maximum, la maison va plonger dans l'océan Atlantique. Ça se passe aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, pas très loin de Boston. Et voilà, on a un petit peu du coup cette histoire de Lenora qui est complètement paralysée physiquement, qui est dans un fauteuil roulant. Elle ne peut plus utiliser que son bras gauche et de manière très limitée. Elle ne parle plus, elle est encore très expressive au niveau du visage parce qu'elle peut quand même encore bouger les yeux, mais elle ne peut plus utiliser trop ses muscles. Et elle va commencer à communiquer avec notre héroïne qui s'appelle Kit par machine à écrire, puisque l'ancienne personne qui prenait soin d'elle lui avait offert une machine à écrire en apprenant qu'elle voulait être autrice quand elle était enfant. Et elle lui a montré comment ça fonctionnait, donc elle communique comme ça. Et Lenora a décidé, on ne sait pas pourquoi, mais elle a décidé qu'elle faisait confiance à Kit et qu'elle allait lui raconter pour la première fois l'entière vérité de ce qui s'était passé la nuit où toute sa famille a été massacrée. Donc on commence à découvrir un petit peu ce qui se passe. On a les chapitres du point de vue de Kit qui se déroulent aujourd'hui, quand elle prend soin de Lenora. Et puis de temps en temps, on a 1 ou 2 pages de texte en gras tapé à la machine par Lenora pour nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Pour l'instant, j'en suis là. Il se passe des choses étranges dans la maison. Kit entend des bruits. J'ai déjà une petite idée de ce qui a pu se passer. Je ne sais pas encore s'il y aura un élément fantastique dans cette histoire. On verra. Je m'y attends parce que c'est quand même très bizarre. Pour l'instant, ça me plaît bien, le style est sympa, c'est rythmé, c'est dynamique. Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire de plus, vu le concept, vu le genre même, ça va être compliqué de pas trop vous en dévoiler. Je suis pas forcément hyper attachée au personnage, mais je trouve que c'est pas plus mal vu la nature de l'histoire. Ça me paraît assez logique en fait. Il y a aussi un petit mystère qui entoure Kit. Comme dit, je veux rien vous dire pour pas vous spoiler. Je vais retourner à ma lecture pour l'instant. Et puis je vous retrouverai quand j'aurai atteint le 2e tiers. On est toujours dimanche le 3 novembre et je suis dans un nouveau décor provisoire. On passe une nuit dans un hôtel avec un spa. Hôtel qu'on adore et dont je vous parlerai peut-être sur les réseaux sociaux un de ces 4 parce que c'est vraiment un endroit qu'on surkiffe. Et voilà, ils sont toujours aux petits soins. On a été surclassés, encore une fois. Donc, si vous avez l'occasion, passez-y. Mais comme dit, je vous en parlerai peut-être sur les réseaux, pas forcément dans cette vidéo. Je vous reprends parce que j'ai atteint les 66% de The Only One Left de Riley Sager. J'ai énormément de soupçons. J'ai un scénario dans ma tête. Je ne veux pas vous le dévoiler pour pas vous spoiler, mais le fait de ne pas vous dire ce à quoi je pense me permettra de vous dire si à la fin j'avais raison ou tort.
ou dans quelle mesure j'avais raison ou dans quelle mesure j'avais tort. En tout cas, voilà, j'ai plusieurs options. Pour l'instant, il y a un élément qui s'est révélé juste. Il reste encore un tiers du récit. Les choses s'accélèrent, que ce soit dans le présent ou en 1929, enfin dans le présent de 1983, puisque je vous l'ai dit, l'histoire se déroule en 1983 et les meurtres ont eu lieu en 1929. Voilà, donc on va voir si j'ai réussi à percer le mystère, sachant que pour l'instant il y a toujours cette possibilité, je n'exclus pas la possibilité d'un élément fantastique. Je ne suis pas sûre que je vous dirai à la fin s'il y avait effectivement un élément fantastique ou non, pour pas vous spoiler, parce que je suis pas sûre que ce soit dit dans le résumé, et je crois qu'il est classé en thriller. Je suis pas sûre qu'il soit classé en fantastique pour quelque raison que ce soit. Donc voilà, j'apprécie le rythme, j'apprécie le style, je suis curieuse. Il se passe clairement des choses bizarres. Le point qui m'embête, c'est le point de logique, parce que au-delà du fait que certaines choses se déroulent qui sont censées être impossibles, je vous l'ai dit, j'ai une théorie qui permettrait d'expliquer ça, ou alors c'est parce que c'est un élément fantastique, donc c'est normal que ce soit pas logique, mais je trouve que l'héroïne, qui est dans cette baraque, qui se pose des questions, qui se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal, que plus on avance, plus les choses sont bizarres et que il y a moyen que si ça se trouve elle risque sa peau, et ben je trouve que c'est pas logique qu'elle décide de rester quand même. Et moi à sa place, je pense que j'aurais pris mes clics et mes claques et je me serais barrée très très loin. Mais bon, pourquoi pas. Je vous laisse et je vous reprendrai du coup quand je l'aurai terminé pour vous dire un petit peu plus ce que j'en ai pensé définitivement et puis vous donner ma note et vous dire, sans vous dire pourquoi, si j'avais raison ou tort. Hello, on est mardi le 5 novembre et je viens de terminer The Only One Left de Riley Sager. Je lui ai mis 16 sur Livre Addict et 4 étoiles et demie sur Goodreads. C'était trop bien. J'ai passé un super moment. C'était hyper divertissant. J'avais deviné une partie des twists, mais pas tous. J'ai été extrêmement surprise et de manière plutôt sympa. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se dévoilent à la fin. Il y a twist sur révélation sur révélation. Pas forcément des trucs improbables, mais des trucs auxquels j'aurais jamais pensé et ça m'a presque paru un peu trop, mais ça allait encore. Là où j'ai mis la moins bonne note, c'est au niveau des personnages. J'ai eu un peu de mal à m'attacher à eux. Et puis il y a un petit point de logique qui m'a dérangé, mais dont je vous ai déjà parlé, c'est le fait que l'héroïne persiste à rester dans cette maison malgré tous les red flags qu'elle rencontre jour après jour. Donc il y a 2 éléments en réalité de l'intrigue, 2 révélations que j'avais devinées. Non, 3 même, 3 révélations que j'avais devinées. Donc il y en a au moins le double hein, en réalité, auquel je n'aurais jamais pensé. Mais je suis contente. Donc si jamais vous l'avez lu et que vous voulez savoir quels sont les 3 éléments que j'avais devinés, posez-moi la question dans les commentaires et je vous répondrai. C'était vraiment chouette. J'ai passé un super moment. Je lirai d'autres titres de l'auteur, je pense. Et puis ouais, ce serait cool qu'il soit traduit parce que vraiment, c'était super sympa. C'était hyper divertissant et j'ai passé un très très chouette moment. Donc je vous le recommande vraiment. C'était trop bien. Je ne vous dévoilerai pas, comme je l'ai dit, s'il y a ou pas un élément de fantastique dans cette histoire. Parce que l'atmosphère est tellement mystique avec cette maison en haut de la falaise que la question peut se poser. Donc voilà, je vous dirai rien. Et comme je vous ai pas dit quelles étaient mes idées, voilà, je vais pas aller plus loin comme dit pour pas vous spoiler, mais je suis contente d'avoir trouvé au moins 3 des éléments sur la totalité des révélations qui ont été faites dans cette histoire. Et j'ai adoré la manière dont ça se termine. Donc ouais, je suis vraiment contente, c'était très très chouette. Donc bon départ pour cette vidéo. Je vais passer à ma lecture suivante. Alors les 2 prochaines lectures, je les ai en audio sur Nextory, mais mon abonnement n'est pas renouvelé avant le 10. Et comme on n'est que le 5, je vais commencer en version papier, ici et seulement ici, de Christelle Dabos. C'est un contemporain ado
qui est dans ma palle des cartes pour un livre en français, enfin, un livre d'une autrice ou d'un auteur français. Et je l'ai mis dans ma pile à lire du Buzzword, puisque je vous rappelle que la thématique pour le mois de novembre, c'est le mot only dans le titre. Et si on traduit ici et seulement ici, seulement se traduit par only en anglais. Donc même si c'est pas écrit en anglais dans le titre, j'estime que la traduction, ça compte. Et puis c'était extrêmement compliqué de trouver un titre avec le mot only dedans. Donc je vais passer à celui-là parce que j'ai la version audio en français sur Nextory, contrairement à ma troisième lecture, pour lequel j'ai la version audio en anglais, mais la version papier en français. Donc je vais essayer de lire celui-ci, et puis avec un peu de chance, ça m'amènera jusqu'au 10, ou peut-être pas, parce que je pense que ça va se lire assez vite. Dans cette histoire, je sais pas grand-chose en fait de cette histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre des adolescents au lycée ou au collège, je ne sais plus, et qu'on va parler de harcèlement. C'est une thématique qui me fait un peu peur dans le sens où je suis pas fan de lire ce genre et cette thématique de manière générale dans les romans. Mon truc, c'est plus la fantasy romance. Donc un contemporain ado sur le thème du harcèlement. J'ai un peu peur, mais j'ai reçu un commentaire sous ma vidéo Palle des cartes qui m'intrigue un peu plus. Je crois qu'on va être sur du fantastique, ou en tout cas une partie de fantastique dans cette histoire. Donc je suis un petit peu plus curieuse déjà. Et apparemment c'est assez original comme ouvrage. Je crois que la personne le qualifiait d'ovni. Donc on va voir. Je sais que Christelle Dabos, c'est un style qui me plaît, puisque j'ai lu La Passe Miroir, même si j'ai été très déçue par le tome 4, mais c'était pas une question de style, c'était une question d'histoire. Donc voilà, on va voir. Je vous laisse pour l'instant, et comme d'habitude, je vous reprendrai quand j'aurai atteint le premier tiers. Hello, on est vendredi le 8 novembre. J'ai avancé, j'ai atteint hier soir, le premier tiers de Ici et seulement ici de Christelle Dabos. Je vous ai pas repris tout de suite parce que j'avais oublié mon téléphone dans la voiture. On est rentré de la salle de sport et j'avais laissé mon téléphone dans la boîte de la voiture et j'ai oublié de le sortir. Et j'ai eu la flemme de redescendre les 3 étages jusqu'au garage. Donc j'ai laissé mon téléphone dans la voiture toute la nuit. Ça m'a fait bizarre, mais ça m'a permis de lire. Donc voilà. Alors, au départ, j'ai hésité. Quand je l'ai commencé, je me suis dit, je vais même pas vous reprendre aux 3 tiers. Je vais juste le terminer et je vous donnerai mon avis à la fin. Finalement, je me dis, bon allez, je vais quand même me forcer. Je n'aime pas ma lecture, mais c'était prévisible. Peut-être que plus je vais avancer, plus je m'attacherai aux personnages, mais vraiment, ça m'étonnerait, ils sont tous plus antipathiques les uns que les autres. C'est un roman choral, comme je vous l'ai déjà dit. On va avoir 4 personnages différents, dont on va alterner les points de vue. Donc on va avoir un personnage, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis on va revenir au premier personnage, puis au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième, etc. Toujours dans cet ordre. Ce sont 4 collégiens, donc ça se passe au collège et pas au lycée. Et ils sont à différentes étapes de leur vie de collégien. Le premier personnage qu'on rencontre entre pour la première fois au collège, en 6e. On a un des personnages qui est en 4e. J'ai un doute maintenant. Ou 3e, peut-être. Je ne sais plus. Mais qui est en tout cas au 4e étage du collège. Alors c'est un collège très particulier et c'est là que entre le côté magical réalisme, puisque il se passe des choses très étranges dans cet établissement. La manière dont les adolescents se comportent est particulièrement bizarre. On est évidemment sur une critique du harcèlement à l'école, mais sous un angle très particulier. Dans cet établissement, les profs laissent tout passer. Quand un élève en éborgne presque un autre avec une bouteille en verre,
Il est mis à pied quelques jours, mais il revient dans l'établissement. Les insultes, les brimades, les coups sont quotidiens pour une grande partie des élèves. Et chacun est rangé dans une catégorie avec une étiquette bien précise. Et c'est très 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 dérangeant. C'est le but. Mais c'est pas un sujet que j'apprécie lire. C'est pas un public que j'apprécie de suivre. C'est pas une tranche d'âge que j'apprécie de suivre particulièrement. Et puis c'est écrit de manière très étrange. Les 4 personnages qu'on va suivre ont chacun une voix qui est bien distincte, c'est-à-dire que l'autrice change de style à chaque nouveau chapitre. À chaque fois qu'elle change de personnage qui parle, elle change de style. Et elle n'hésite pas à faire des fautes de langage dans son texte écrit. Elle écrit comme les adolescents qui s'expriment dans son roman parleraient dans la réalité avec des phrases grammaticalement incorrectes. Et c'est assez, du coup, difficile à lire parce qu'on bute. En fait, je bute à plusieurs reprises, parfois plusieurs fois dans une même phrase. Je bute sur les mots et je suis obligée de relire la phrase plusieurs fois à cause de la manière dont c'est écrit. Parce que j'aurais tendance à la lire d'une manière qui est grammaticalement correcte, avec les négations au bon endroit et les verbes conjugués de la bonne façon. Et en fait, ce n'est pas le cas dans le texte écrit. Donc ça ralentit ma lecture, alors que c'est un roman qui fait moins de 250 pages. Et c'est écrit très très gros. Et les chapitres sont assez courts. Mais ma lecture est assez lente en fin de compte. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à accrocher. Et je pense que la seule raison pour laquelle j'ai quand même envie de continuer un petit peu et voire de le finir, c'est que j'aimerais savoir ce qui va résulter de tout ça. En fait, j'ai envie d'avoir un but. J'ai envie que ce livre ait un but. Parce que si c'est juste, on va suivre l'histoire de ces 4 personnages et il se passe rien à la fin, il n'y a pas de morale ou il n'y a pas de, il y a pas de but. Si l'autrice a juste eu envie de nous écrire un délire comme ça, sans nous clôturer l'histoire sur quelque chose, ou alors laisser une fin ouverte, même si j'aime pas les fins ouvertes, mais qu'il y ait un minimum d'objectifs atteints à travers ce qu'elle essaie de dénoncer, j'en sais rien, bah je me dis ça aura valu le coup. Mais pour l'instant, j'ai très peur que ce soit juste ouais, je vais même pas dire lyrique parce que non, pas du tout, mais onirique, bizarre, on va dire bizarre, c'est mieux. Bizarre pour être bizarre. Donc malheureusement, j'ai peur que le message soit noyé par le côté étrange du récit. Donc je vais m'y remettre. Et puis je vous reprendrai quand j'aurai atteint le 2e tiers pour vous dire si mon avis a évolué et si je décide de persister et d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Hello, on est samedi le 9 novembre et je vous reprends très vite, très rapidement pour vous dire que j'ai avancé, j'ai atteint le 2e tiers de Ici et seulement ici de Christelle Dabos hier. Globalement, mon avis a un poil changé, mais pas énormément. Je suis toujours pas fan du sujet, je suis toujours pas fan des personnages. Je suis un peu plus intriguée sur la manière dont l'autrice a construit son histoire, sur le schéma qu'elle déroule, mais je suis toujours inquiète sur la nécessité du bizarre pour le bizarre. Donc ça, je pourrais le découvrir qu'à la fin. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, je vous reprends, voilà, juste pour vous informer que j'ai atteint le 2e tiers et vous dire que mon intérêt est un poil plus piqué que pendant le 1er tiers. Je vais essayer de le terminer, je pense pas ce soir parce que je suis vraiment fatiguée, peut-être demain ou au pire lundi, et puis je vous retrouverai quand je l'aurai terminé.
pour vous donner mes impressions dans leurs entièretés et la note finale. Hello, on est dimanche le 10, puisque demain on est lundi 11 novembre, donc c'est un jour férié, ce qui pour moi n'a absolument aucune importance puisque je ne travaille de toute façon pas le lundi. J'adore les lundis fériés. Bref, je reviens pour vous dire que j'ai terminé ici et seulement ici, que je vous mettrai ici, j'ai déjà rangé, je ne vais pas me relever pour le ressortir. Je lui ai mis, si je dis pas de bêtises, 13, je crois, sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads. Alors, je suis contente que ma crainte ne se soit pas réalisée, c'est-à-dire que l'autrice ait fait du bizarre juste pour que ce soit bizarre, qu'on comprenne rien et que ça n'ait aucun sens. Ce n'est pas le cas. La bizarrerie a quand même un sens. J'ai pas aimé suivre ces personnages, je n'ai pas aimé le sujet qui était abordé, mais ça n'engage que moi. C'est un sujet que je n'aime pas lire. D'autres y trouveront peut-être leur compte, et des lecteurs plus jeunes y trouveront peut-être aussi leur compte. Ce roman, c'est une métaphore. On enchaîne image sur image, métaphore sur métaphore. On évoque certaines choses pour parler d'autres choses. Le mot harcèlement n'est à aucun moment mentionné dans l'histoire, mais c'est bien ce sujet-là qui va être abordé. Il y a énormément de trigger warning, donc trouvez-vous une liste si jamais vous êtes sensible à certaines choses. L'inaction et l'autruchisme des adultes dans ce roman est absolument à vomir, mais c'est aussi le reflet d'une certaine partie de la réalité parfois. Je vous l'ai dit, je savais déjà que ce serait pas ma tasse de thé avant de le commencer. Je pense que j'aurais pu m'en passer, je pense pas que ça va marquer vraiment ma vie de lectrice. J'ai pas voulu l'abandonner parce qu'il était quand même très court, et même si j'ai trouvé que c'était parfois un peu long, parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, étant donné que l'autrice fait volontairement des fautes, ce qui pour moi n'était pas du tout indispensable. Je pense qu'elle aurait très bien pu raconter son histoire en utilisant des voix différentes pour chacun de ses personnages sans se sentir obligée de faire des fautes de grammaire. Il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est déjà ça. Du coup, on bute sur les phrases qu'on a tendance à lire de manière grammaticalement correcte, alors qu'en fait, elles ne sont pas écrites de cette manière-là. Du coup, ça ralentit la lecture pour certains personnages, certains chapitres. Globalement, j'ai apprécié la manière dont ça se termine. Mais voilà, c'est un livre que... Comment dire ? Je sais pas si ce serait vraiment un livre que je conseillerais. Je pense que si quelqu'un cherche un livre sur le harcèlement scolaire, je lui conseillerais celui-ci, à condition que ce soit un lecteur ou une lectrice qui apprécie le côté très magique, réaliste, enfin presque onirique, enfin pas vraiment onirique, mais je sais pas, je pense que ce livre, ça doit être un peu je pense que ça doit être la sensation qu'on a quand on fait un trip, quand on est drogué ou j'en sais rien. Je n'ai moi-même jamais pris de drogue, donc je ne peux pas le dire à 100%. Mais c'est un peu ça, c'est le côté... tout est très bizarre, en même temps, c'est ancré dans la réalité, mais il y a certains aspects qui sont impossibles, clairement. C'était très bizarre. Et comme dit, j'ai pas forcément passé un super moment. Mais maintenant, c'est fini. Du coup, je passe à ma dernière lecture pour ce vlog du Buzzword. Et j'hésite encore. J'hésite encore parce que j'ai emprunté la version française à la médiathèque, qui est ici. Mais j'ai la version audio en anglais via Nextory. Je vous rappelle que le critère pour le buzzword du mois de novembre, c'est le mot only dans le titre. Et le mot only,
et dans le titre en anglais, pas dans le titre en français. Concrètement, ça ne change pas grand-chose, même si je le lisais en français. À partir du moment où le titre en anglais contient le mot only, ça fonctionne. Mais je me dis, déjà qu'avec ici et seulement ici, je rentre pas vraiment dans le critère puisque je traduis le mot only par seulement en français. Je me dis tant qu'à faire, autant lire la version du roman dans le titre de laquelle il y a le mot only. Le roman dont il s'agit, c'est Un bon Indien est un Indien mort de Stephen Graham Jones aux éditions Rivage Noir en français. Et le titre en anglais, c'est The Only Good Indians. Donc, j'hésite encore, je ne vais pas le commencer ce soir, c'est sûr. Peut-être demain, si on retourne à la salle de sport, j'aurai l'audio dans les oreilles. Ça, c'est aussi un avantage, j'avoue, vu que je viens de terminer mon précédent livre audio. Ouais, je pense que je vais quand même partir sur la version originale. Et puis tant pis pour la version française. Je l'avais emprunté à la médiathèque pour pouvoir vous le montrer lors de ma palle des cartes. Parce que j'ai réussi à l'intégrer quand même à ma palle des cartes pour... Je ne sais plus quel critère de sélection. C'est pas très grave. Ça me reviendra, je vous le redirai dans le courant de cette vidéo. Du coup... Je vais ranger celui-là pour le rendre à l'occasion à la médiathèque. Et je vous mettrai par ici la couverture originale avec le titre original et le mot only dans le titre. On est sur un roman d'horreur, un thriller qui se déroule, je vais quand même prendre le résumé en français, ce sera plus facile pour moi, qui se déroule dans le Montana. On a 4 amis d'enfance qui ont grandi dans une réserve du Montana et qui sont hantés par les visions d'un fantôme, celui d'un caribou femelle dont ils ont massacré le troupeau lors d'une partie de chasse illégale 10 ans auparavant. Tour à tour, ils vont être victimes d'hallucinations et de pulsions meurtrières jusqu'à ce que l'entité vengeresse s'en prenne à la fille de l'un des chasseurs. Ce roman d'horreur psychologique est aussi une histoire d'amitié entre des marginaux torturés par la culpabilité, un drame familial et un portrait poignant de la jeunesse amérindienne. Je relis le résumé parce que le roman que j'ai lu en version audio, pas dans le cadre de cette vidéo, un peu en bonus, et que j'ai fini aujourd'hui, je n'avais pas relu le résumé et je n'avais plus du tout en tête ce dont ça allait parler, quelle était l'histoire, et du coup je me suis retrouvée un petit peu perdue au début. Donc là je me dis c'est bien que je relise le résumé quand même juste avant de le lire. Pas trop tôt non plus, je ne l'avais pas relu depuis ma palle des cartes, donc ça fait déjà... quelques semaines, 2 semaines peut-être, je ne sais plus. Bref, en tout cas, on est parti du coup pour une nouvelle lecture. Donc on est passé d'un thriller polar à un contemporain onirique, magical réalisme, et on termine par un roman d'horreur psychologique. J'ai peur. J'ai peur d'avoir peur en fait. Tout simplement, j'ai peur d'avoir peur et j'ai peur que ce soit cracra. Il n'a pas forcément des très très bonnes notes sur Livre Addict, donc les gens qui l'ont lu principalement en français ne l'ont pas forcément beaucoup aimé. Mais j'en ai énormément entendu parler à l'époque où il est sorti, je dirais il y a quelques années, 2-3 ans peut-être en anglais. 2020, donc ça fait même déjà 4 ans qu'il est sorti. Écoutez... on verra, de toute façon, comme d'habitude, je vous reprendrai quand j'aurai atteint le premier tiers. Hello, on est mercredi le 13. C'est ça, 13 novembre. Une fois n'est pas coutume, je suis sur mon lit et en pyjama. Et je vous reprends parce que j'ai atteint le premier tiers de The Only Good Indians, traduit en français par Un bon Indien est un Indien mort. La raison pour laquelle je vous montre celui-ci, et non pas la version originale, c'est parce que j'ai commencé la version originale en audio lundi à la salle de sport et en fait je n'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire. Je pense d'une part que le narrateur lit vite parce que j'ai dû passer d'une vitesse x2 à une vitesse 1.5 pour comprendre ce qu'il disait, et d'autre part que sa façon de raconter, ou peut-être qu'il a un accent, léger accent, j'en sais rien, ne me happait pas. Je n'arrivais pas à prêter attention à l'histoire qui m'était racontée. C'est pas une question de j'étais plus concentrée sur mon sport que sur le livre, parce que j'ai déjà lu d'autres
livres en faisant du sport et j'ai pas eu ce souci, notamment les 2 semaines précédentes. Je ne sais pas. Donc je n'ai pas réussi à me concentrer sur les 50 premières pages. Du coup, quand on est rentré, j'ai recommencé du début et en version française parce que j'ai pas la version originale en papier ou en numérique. Je l'avais peut-être en numérique, remarque. Mais bon, comme j'ai emprunté à la médiathèque de toute façon en français, je me suis dit, tant qu'à faire, autant le lire en français. Donc j'aurai pas la version originale et je peux pas trop vous parler du style de l'auteur, qui me semble un peu étrange, mais c'est peut-être en partie dû à la traduction. Je n'en suis pas certaine. Alors, pour vous faire un récap un petit peu plus complet de ce qui va se passer dans cette histoire, on a effectivement un groupe de natifs américains qui, il y a 10 ans, a massacré un troupeau de caribous et en gros, aujourd'hui, ils sont hantés par... enfin, ils sont hantés. Non, j'ai perdu ma page. On marque pas, j'ai tombé. Mais c'est pas grave, je l'ai retrouvé. Je vais mettre ma main comme ça pour qu'il ne tombe plus. Donc, le roman s'ouvre sur la mort de l'un d'entre eux. Ils sont 4, je crois. Qui se déroule seulement quelques mois après leur chasse illégale. Et puis 10 ans plus tard, on va suivre un autre membre de cette équipe de 4 personnes, 4 amis à l'époque. Et ce personnage-là, qui s'appelle Lewis, est hanté par la jeune caribou femelle donc, qu'il a tuée cette nuit-là, il y a 10 ans. Pour des raisons que je ne vais pas vous dévoiler. Mais il commence à la voir, étendue dans son salon. Il y a des choses très bizarres qui se passent. Et donc on comprend en tant que lecteur qu'il est hanté. Même lui se doute qu'il est hanté et que c'est pas normal et que cet animal veut se venger. Donc c'est très 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 space au niveau de l'atmosphère. C'est très angoissant, c'est assez gore. Trigger warning, vraiment au niveau maltraitance animale. Après on parle de chasse, donc chasse illégale. Donc pour moi c'est de la maltraitance animale. Mais voilà, au-delà du fait que la chasse soit illégale, disons qu'à ce moment-là, ils se disent entre eux qu'ils chassent pour nourrir la tribu, mais c'est surtout une histoire de trophée. En réalité, ils s'en foutent un peu de nourrir la tribu, donc voilà. Et puis au-delà de cette... j'ai déjà dit au-delà, mais c'est pas grave, je me répète beaucoup. Non seulement il y a cette histoire de massacre de troupeaux de caribous, mais 10 ans plus tard, du coup, là, dans le présent, il y a aussi des choses qui se passent avec le chien du couple. Puisque Lewis est en couple avec une jeune femme depuis 10 ans. Je sais pas trop quoi vous dire. Je pense qu'il faut vraiment que j'avance dans l'histoire pour pouvoir vous en dire plus. En termes de résumé, je pense pas que je vais pouvoir vous ajouter quoi que ce soit. On va suivre... En tout cas, pour l'instant, on suit ce personnage-là. Peut-être que plus tard, on suivra un des 2 autres qui restent. Voir si eux-mêmes sont hantés de leur côté. C'est flippant. C'est flippant et je pense que visuellement, en série ou en film, ça peut être très bien retranscrit et tout aussi angoissant. Donc, je vais retourner à ma lecture, qui me plaît pas. J'ai pas vraiment d'opinion en termes de plaisir à la lecture, pour l'instant en tout cas. Je suis mitigée. Pour l'instant, j'ai pas d'avis en termes de plaisir à la lecture. Voilà, ni plus ni moins. On verra une fois que j'aurai avancé dans l'histoire. Je vous reprendrai de toute façon quand j'aurai atteint le 2e tiers. Et à ce moment-là, j'aurai peut-être plus de choses à vous dire. Et puis si c'est pas le cas, je vous reprendrai juste rapidement pour vous dire que j'ai atteint le 2e tiers. Et que je termine ma lecture. Et voilà. Donc je ne sais pas. J'ai très mal au crâne depuis ce matin, donc je ne sais pas si je vais réussir à beaucoup lire ce soir. Et sinon, je pense demain, puisque je ne travaille pas le jeudi après-midi. Donc, pour vous, c'est tout de suite. Et pour moi, ce sera
De toute façon, quoi qu'il en soit, demain, même si j'atteins le deuxième tiers ce soir, je vous reprendrai pas ce soir, je pense. J'ai trop mal au crâne. Donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite ou à demain pour la suite et presque fin de ce vlog. Hello, on est samedi le 16 novembre et j'ai atteint le deuxième tiers de The Only Good Indians de Stephen Graham Jones. Graham Jones, pardon. C'est dégueulasse. Je m'attendais à un roman d'horreur, thriller psychologique peut-être, un truc qui ferait peur, un truc qui me foutrait les boules, mais pas un truc aussi cracra. On a des scènes bien dégueulasses, énorme trigger warning, on a vraiment des scènes de body horror, donc si c'est pas votre truc, je vous le conseille pas forcément, ce n'est pas mon truc. Mais ça se lit vite, donc je vais essayer de le finir quand même pour ce vlog, histoire de vous donner un avis vraiment complet sur l'intégralité du roman, que je vous rappelle, je suis en train de lire en français, en physique, puisque j'arrivais pas à accrocher à l'audio en anglais. Donc je vais essayer de m'y replonger pour la soirée, il est 19h30. On va voir si je réussis à... Je pense pas que je réussirai à le finir, mais je vais essayer d'avancer un maximum pour pouvoir le terminer demain. Et puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, j'ai aucun attachement spécial, que ce soit pour les personnages ou... J'aime pas particulièrement le style de l'auteur, même si mon avis est mitigé, puisque... Enfin, mon avis est mitigé. Mon avis est à prendre avec des pincettes, puisque je lis la version traduite, donc il peut y avoir une partie du style qui est due à la traduction, ce dont je ne peux pas être sûre. Mais voilà, je vous en dirai un peu plus, je vous donnerai mon avis final la prochaine fois que je vous verrai, quand je l'aurai terminé. Hello, on est dimanche le 17 novembre et j'ai réussi à terminer hier soir Un bon Indien est un Indien mort de Stephen Graham Jones. Du coup, je vous reprends pour clôturer ce vlog avec mon avis final. J'ai pas aimé ma lecture. J'ai mis 1 sur 10 en plaisir global à la lecture. Beaucoup trop de body horror pour moi, c'était vraiment trop gore. Énormément de sang, bref, vraiment dégueulasse, comme je vous l'ai dit dans le clip précédent. Ou dans celui d'avant? Non, dans le clip précédent. Bref. On est sur effectivement un roman d'horreur avec un élément de fantastique. Donc ça rend toute cette histoire très bizarre et what the fuck. La fin l'est, tout le long du récit l'est en fait. C'est vraiment très bizarre, il n'y a aucune logique dans cette histoire, mais c'est le concept du roman. Je ne le pénalise pas pour le manque de logique, vu que cet élément fantastique fait que, évidemment, il y a des choses qui ne peuvent pas être logiques, il y a des choses qui sont inexplicables. Je me suis pas attachée aux personnages, je les trouve très antipathiques, tous, les uns comme les autres. Par contre, l'atmosphère est vraiment top, hein. C'est vraiment un roman qui est flippant. Si vous avez envie de vous faire peur et que vous n'êtes pas dérangé par l'hémoglobine, lisez ce livre, au niveau de l'atmosphère, il est top, j'ai rien à redire. Le style de l'auteur m'a dérangé, mais je nuance parce que, comme dit, j'ai lu la version française. Je lui ai mis 11 sur Livre Addict et 3 étoiles sur Goodreads. J'ai apprécié la manière dont il se termine, mais à moins de me retrouver dans le même genre de situation que pour celui-ci, je ne suis pas certaine que je lirai d'autres romans de l'auteur. Du coup, ça conclut cet épisode des vlogs du Buzzword. Ouais, c'était mitigé, hein. C'était pas top. On a eu une lecture 4 étoiles avec le Riley Sager, on a eu une lecture 3 étoiles avec le Christelle Dabos et encore une lecture 3 étoiles avec le Stephen Graham Jones, sachant que en termes de notes, je crois que j'ai mis 16 à The Only One Left, 13 à Ici et seulement ici, et donc 11 à The Only Good Indians. Donc ouais, c'était très, très moyen comme vlog. J'espère que le vlog du Buzzword de décembre, donc le dernier de l'année,
sera meilleure. Vu la thématique, je vous avoue que je me fais pas trop de soucis, mais je ne vous la dévoilerai pas avant le prochain vlog qui devrait arriver. Je peux même déjà vous donner la date parce que j'ai mon reading journal sous les yeux. Le dernier vlog du Buzzword de l'année, donc le Buzzword du mois de décembre, vous l'aurez le 19 décembre. Donc avec de nouveau 3 lectures en lien avec la thématique de décembre. J'ai hâte et j'ai aussi très hâte de voir la vidéo de Kayla, la vidéo de présentation du Buzzword de 2025, pour pouvoir commencer à faire ma petite sélection. C'est vraiment quelque chose que j'adore, pouvoir préparer une pile à lire en fonction de certains critères. Une de mes lectures du début du mois de novembre m'a permis de clôturer mon Pumpkin Autumn Challenge également. Donc je suis très contente et j'ai hâte que le Cold Winter commence. Je pense que l'annonce devrait plus trop tarder parce qu'on est déjà le 17 novembre. Et le Cold Winter est censé commencer 1er décembre. Donc il faut que je surveille ça. Je pense que ça devrait plus trop tarder. Et je sais que Kayla, l'année dernière, pour le Buzzword, sa vidéo était sortie aux alentours du 15 décembre. Donc plus qu'un mois à patienter à peu près. J'ai hâte. Je vous laisse du coup pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour ma palle des cartes du mois de décembre. Ciao!